Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce midi-conférence organisée par l'Institut universitaire sur les dépendances. Aujourd'hui, nous avons Adèle Morvanou qui va nous parler de Au-delà du jeu, comprendre le soin de soi et les forces des femmes. Adèle est professeure agrégée au service sur les dépendances de l'Université de Sherbrooke. Elle est chercheure régulière à RMS, à l'IUD et au Centre de recherche Charlemagne. Bonjour Adèle. Bonjour Jean-Philippe, bienvenue. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. On s'intéresse dans ce projet-là aux trajectoires de jeu, trajectoires de vie des femmes qui vivent des conséquences liées aux jeux de hasard et d'argent. Les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui ils proviennent d'une étude qualitative menée auprès de ces femmes et j'ai volontairement sélectionné quelques résultats, certains résultats qui sont les plus utiles possibles en clinique spécifiquement. Avant d'aller dans le vif du sujet, un petit mot sur mon parcours. Donc, je suis originaire de France, comme vous l'entendez, au Québec depuis maintenant plus de 10 ans. Psychologue de formation, j'ai travaillé en psychiatrie adulte quelques années et j'ai poursuivi ensuite des études doctorales ici au Québec, professeur depuis plus de 7 ans à l'Université de Sherbrooke. Et mes travaux, justement, portent principalement sur les dépendances sans substance, dont les jeux de hasard et d'argent, avec une attention particulière aux femmes et aux trajectoires qui sont souvent invisibilisées. Donc l'objectif aujourd'hui pour moi, c'est de vous partager des résultats qui peuvent nourrir votre posture clinique, votre regard et vos interventions. Et à la fin, je vous dirai aussi comment accéder aux diapositives ou à des fiches synthèse pour ces résultats. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous entendre un petit peu, vous questionner parmi ceux qui sont présents parmi nous, qui a déjà accompagné des femmes vivant des enjeux liés aux jeux de hasard et d'argent. Donc, le sondage est lancé. Je t'inviterai, Adèle, à peut-être partager ta présentation. Partager. Hop. Est-ce que maintenant on les voit, les résultats? Non. Parce que là, hop, ouais. Ça s'en vient, donc on capte tranquillement le résultat. Oui, parfait. On voit bien la présentation. Donc, pendant que les personnes répondent au sondage, je voulais aussi vous inviter à poser des questions à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, on va les prendre à la fin. Si vous voulez prendre la parole, ça va être une possibilité également. Donc, on a déjà des réponses qui arrivent. Donc, ah, on voit que approximativement la moitié des participants ont déjà accompagné des femmes vivant des enjeux et aux jeux de hasard et d'argent. Parfait. Ce petit sondage, il me permet surtout de situer votre expérience et aussi de nommer en fait quelque chose d'important. C'est que quand on accompagne des personnes avec des problèmes de jeu, de hasard et d'argent, on se rend compte en fait qu'il y a certaines spécificités à considérer chez les femmes, spécifiquement par exemple pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, notamment leur contexte et comment elles perçoivent ce qu'elles vivent. Donc d'abord, vous expliquer pourquoi on s'intéresse spécifiquement aux femmes dans cette recherche. Donc d'abord, parce que le domaine du jeu, en tant que recherche ou même en tant qu'intervention, ça a été historiquement construit à partir de trajectoires masculines. Ensuite, même si les femmes jouent davantage qu'avant, elles demeurent sous-représentées dans les études et dans les services, en grande partie à cause de la honte, à cause de la stigmatisation genrée ou du non-recours aux services d'aide. Et finalement, on voit aussi que les approches dominantes restent souvent centrées sur la pathologie, sur le déficit, sur le problème qu'auraient ces personnes qui développent des problèmes de jeu. Donc cette recherche, elle est née d'un décalage entre ce que les femmes vivent et ce que les modèles expliquent et ce qu'on leur propose. L'objectif principal de cette étude-là, c'était de comprendre les trajectoires de vie et de jeu de ces femmes qui ont vécu ou vivent actuellement
des problèmes de jeu, des conséquences liées aux jeux de hasard et d'argent. Et on s'est intéressé spécifiquement à trois objectifs, à comprendre leur logique subjective par rapport au prendre soin de soi dans ce contexte-là, et aussi identifier les ressources qu'elles mobilisent, qu'elles soient formelles ou informelles, et aussi les forces qu'elles mobilisent pour relever tous les défis qu'elles ont spécifiquement par rapport aux jeux de hasard et d'argent, mais aussi les défis connexes. Et surtout de dégager des pistes cliniques qui seraient concrètes pour les intervenants et pour les services. Donc, c'est une étude qualitative descriptive qui est basée sur 26 entrevues individuelles qui ont duré à peu près 90 minutes. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé le devis qualitatif? C'est parce qu'on voulait vraiment accéder à la manière dont ces femmes, elles donnent du sens à leur expérience. Le recrutement, il s'est fait par plusieurs canaux, donc à travers différents centres de réadaptation en dépendance, donc les centres spécialisés de deuxième ligne en dépendance, aussi par la technique boule de neige. Quand on faisait participer une femme, on lui demandait si elle avait des personnes dans son réseau qui pourraient possiblement être intéressées et nous contacter si elles voulaient participer à la recherche. Et aussi à travers une banque de données, une base de données en fait de personnes qui avaient déjà participé à d'autres recherches de nos co-chercheurs. Donc ces personnes-là faisaient partie de la population générale, avaient consulté des lignes d'aide, par exemple jeux à des références et autres. Donc cette analyse, cette étude-là, elle s'inscrit dans une perspective féministe qui reconnaît que les savoirs produits à partir de l'expérience vécue sont des savoirs tout à fait légitimes et importants à prendre en considération. Donc, je ne vais pas passer en revue tous les chiffres que vous allez voir ici pour décrire les participantes qu'on a rencontrées. Mais quelques éléments sont importants à retenir pour vraiment comprendre qui sont ces 26 femmes qu'on a rencontrées. Donc d'abord, ce sont des femmes qui ont en moyenne à peu près 51 ans. Elles ont un niveau de scolarité et des revenus très variés, comme on peut le voir. Et plus de la moitié avaient des enfants plus ou moins grands en fonction de leur âge. Ce qui frappe, c'est le cumul des vulnérabilités, des problématiques. Donc, on voit des enjeux financiers marqués pour certaines. On voit une forte prévalence des troubles de santé mentale pour certaines et un taux assez élevé d'idéation suicidaire à vie. Plus de la moitié n'avaient jamais eu recours à des services spécialisés en dépendance. Et il faut savoir aussi que ces femmes provenaient de plusieurs régions du Québec. Certaines avaient eu recours à des services d'aide formels en dépendance, d'autres à des services d'aide en santé mentale sans jamais parler de problèmes de jeu, de hasard et d'argent, et d'autres n'allaient pas chercher de services de manière générale. Par contre, la grande majorité des 26 femmes que l'on a rencontrées avaient des problèmes de jeu modérés à sévères selon l'indice canadien du jeu excessif. Les quelques femmes, les à peu près 15% de femmes que vous voyez qui n'avaient aucun risque ou risque faible, n'en avaient pas au moment où on les a rencontrées, mais en avaient eu dans leur vie. Maintenant, j'aimerais vous demander, vous proposer un petit arrêt réflexif. Selon vous, qu'est-ce qui empêche le plus les femmes que vous rencontrez ou celles que vous imaginez à prendre soin d'elles? Donc, qu'est-ce qui empêche le plus les femmes que vous rencontrez à prendre soin d'elles? Le sondage est lancé, donc c'est des choix multiples. Donc, vous pouvez répondre à plus qu'un élément si vous le souhaitez. Si vous pensez autre, vous pouvez l'écrire dans le chat également. Ça pourrait nous donner des idées. Donc, les réponses vont de bon train. Je pense qu'on a presque tous les participants qui ont répondu. Donc, je vais arrêter le vote ici et partager les résultats. Est-ce que tu les vois bien, Adèle? Oui, très bien. Alors, la première raison qui est la plus souvent donnée dans notre sondage, c'est la peur du jugement, avec le manque de temps, la charge mentale, la culpabilité, le fait de tenir leur rôle coûte que coûte aussi, c'est présent,
Et il y a aussi donc d'autres raisons pour 11% d'entre vous. Donc tout ce que vous nommez, le manque de temps, la peur du jugement, tenir ses rôles, la culpabilité, euh, vous allez voir que effectivement, ça fait fortement écho à ce que les participantes ont raconté dans leur contexte à elles. Merci beaucoup d'avoir participé. Alors, je vous présente la première partie des résultats. À partir des récits, il y a plusieurs thèmes forts qui ont émergé. Je vous présente ici certains d'entre eux qui me semblent particulièrement intéressants pour la pratique clinique. Donc, quand on leur a demandé à ces femmes-là, c'est quoi être en santé pour vous? Les femmes ont rarement répondu en termes de bien-être ou d'épanouissement. En fait, pour elles, être en santé, c'est fonctionner, c'est tenir leur rôle, c'est continuer, c'est ne pas s'effondrer, pardon. La santé, elle est perçue chez ces femmes-là comme relative, mais suffisante tant que le quotidien va tenir. Par exemple, des femmes qu'on a rencontrées nous disait, on ne me donnait pas le droit d'être, de me déposer, d'abandonner, de souffrir. Le message qu'on m'a retourné dans la société, c'était ça, parce que j'étais une femme. Il y a aussi un enjeu très fort de dignité chez ces femmes-là. Donc, beaucoup refusent d'être réduites à une étiquette de personne dépendante. Cliniquement, ça nous renvoie à un message important, c'est que l'absence de plainte n'est pas l'absence de souffrance, évidemment. La détresse, elle peut rester invisible tant que les rôles sont tenus. Et elle les garde souvent invisibles, ces difficultés-là. Ensuite, le soin de soi, il est vu comme nécessaire, mais rarement comme légitime chez ces femmes-là. Se prioriser, ça génère énormément de culpabilité et on le voit dans leur discours, surtout dans un contexte de rôle genré qui est très exigeant. Elles mettent la barre extrêmement haute. Dans ce cadre-là, il y a plusieurs femmes qui nous ont parlé des jeux de hasard et d'argent comme vraiment un exutoire, un échappatoire, un répit qui était nécessaire. Donc, c'est pas, pour la plupart d'entre elles, c'est pas un loisir qui est léger. C'est vraiment un espace pour souffler, pour s'anesthésier, pour se réguler. L'une d'entre elles nous disait, je ne me voyais pas comme une dépendante. Moi, l'image des dépendants que j'ai dans ma tête, c'est les genres de toxicomanes du centre-ville. Cliniquement, ça, c'est fondamental parce que le jeu n'est pas seulement le problème pour elles, c'est souvent la solution trouvée pour tenir. Et donc, elle ne voit pas forcément les jeux de hasard et d'argent comme le problème et elle ne se voit pas forcément comme des personnes qui ont un problème de dépendance. Comprendre cette fonction-là, ça change complètement notre posture d'intervention parce que ça nous amène vraiment à questionner les discussions qu'on va avoir avec elle et sur quoi on va centrer l'intervention finalement. Les femmes qu'on a rencontrées, elles exprimaient une forte méfiance envers certains services. Elles avaient certaines, et je vous rappelle que certaines d'entre elles n'avaient jamais été dans des services, donc c'était des craintes, mais pour lesquelles elles n'avaient pas eu d'expérience, qui venaient renforcer ces craintes-là, pas forcément. Et certaines avaient eu des mauvaises expériences, et d'autres avaient eu des très bonnes expériences. Donc c'est vraiment diversifié. Mais il y a une certaine méfiance chez ces femmes-là envers certains services avec une peur du jugement, une peur de services rigides, donc non flexibles à leur horaire, par exemple, ou à leur manière de voir le jeu et sa place dans leur vie. Une peur aussi d'être infantilisées. Et à l'inverse, elles vont rechercher des espaces qu'elles vont trouver flexibles, qu'elles vont trouver non jugeants, qui vont être centrés sur leurs forces et qui vont les valoriser. Donc la qualité de la relation, elle ressort comme centrale pour elles dans la manière dont elles vont pouvoir être accueillies par les personnes avec qui elles parlent de ces défis qu'elles vivent. Que ce soit des personnes dans une relation d'aide formelle, donc dans des services d'aide, mais que ce soit aussi dans leur entourage plus ou moins proche. Donc la posture, pour elles, elle est plus déterminante que l'outil d'intervention qui est utilisé. Donc, pour elle, la relation, c'est déjà une intervention en soi, une relation qui est bienveillante, qui est sécurisante. Maintenant, une autre partie des résultats est pourquoi s'intéresser aux forces particulièrement de ces femmes-là? Parce que quand on regarde la littérature et ce qu'on connaît des femmes et des problèmes de jeu de hasard et d'argent,
on se rend compte que la recherche sur le jeu et souvent aussi dans les services, c'est qu'on reste très centré sur les risques qu'elles prennent, sur les problèmes, sur les manques qu'elles auraient et qu'on aimerait combler avec l'intervention qu'on leur propose. Or, ce que ces femmes nous montrent très clairement quand on les rencontre, c'est que ce qu'elles elles mobilisent déjà beaucoup de ressources, même dans des contextes extrêmement difficiles. Et ces forces-là, elles ne sont pas accessoires, elles vont vraiment être au cœur de ce qu'elles ont envie de discuter. Et ces forces, elles vont façonner directement la trajectoire de changement de ces femmes-là quand on analyse leur trajectoire. Donc reconnaître ces forces-là, c'est pas positiver la situation ou nier la souffrance ou la réalité de ce qu'elles vivent, c'est vraiment reconnaître cette agentivité, la dignité qu'elles ont aussi et la capacité de mouvement, même quand tout n'est pas réglé, même quand tout n'est pas parfait et qu'il reste des défis avec les jeux de hasard et d'argent. Donc avant de vous présenter ce que les participantes ont nommé comme force, j'aimerais m'arrêter un instant avec vous et vous demander, dans vos suivis, est-ce que vous avez tendance à explorer les femmes et les forces de ces femmes-là? Alors, c'est ça, sur une échelle de 0 à 5, de toujours à rarement, si vous pouvez nous partager un petit peu vos habitudes. Les réponses rentrent tranquillement. Donc, de toujours à rarement. En sachant qu'on a à peu près 50 personnes, 50% des personnes en présence qui interviennent auprès des femmes. Donc, on est à peu près à 50% des répondants. Donc, je vais arrêter le sondage ici. Donc, on peut supposer que ceux qui rencontrent des femmes qui ont des problèmes de jeu, la plupart du temps, en tout cas, sûrement, vont avoir tendance à explorer ces forces-là. Parfait. Euh, c'est une occasion, en fait, pour moi de vous partager que, et ça ressort directement des résultats, c'est que c'est important de les nommer, ces forces-là, parce que très souvent, elles sont invisibles, y compris pour les femmes elles-mêmes. Ces forces vont être vues comme normales ou comme allant de soi. Donc, je vais vous présenter maintenant ces forces telles qu'elles sont apparues dans les récits de ces Ce qui ressort très fortement, c'est d'abord les forces internes de ces femmes, donc, qui sont déjà assez présentes. La première, c'est la résilience. Donc, beaucoup de ces femmes ont traversé des pertes importantes à répétition dans leur vie, des violences, des difficultés financières majeures, évidemment. On parle de jeux de hasard et d'argent, des épisodes de santé mentale assez lourds et chroniques pour certaines d'entre elles. Et malgré tout, elles sont encore là. Elles continuent de chercher des solutions, de réfléchir à leur situation, de vouloir que ça change. Et ça, on le voit dans leur trajectoire. Ça bouge énormément. La deuxième force majeure, c'est une introspection assez développée chez ces femmes aussi. Elles comprennent souvent très bien ce qui déclenche le jeu, ce que le jeu vient calmer, vient soutenir, et à quel moment c'est le plus difficile pour elles de ne pas rejouer. Elles sont capables de mettre des mots sur des processus qui sont assez complexes, et donc on voit qu'elles arrivent à avoir un savoir expérientiel extrêmement précieux pour pouvoir s'appuyer dessus en intervention. Je vous rappelle aussi que les femmes qu'on a dans notre échantillon ont en moyenne 50 ans. Donc évidemment, ce sont des femmes qui ont un passif assez important aussi avec les jeux de hasard et d'argent et un recul, évidemment. Un autre élément qu'on voit qui est assez important, c'est l'autodétermination qui est assez forte chez ces femmes-là. On entend souvent des phrases comme c'est moi qui décide, c'est moi qui ai décidé d'arrêter, mais qui ai décidé de rejouer aussi. Donc, même quand le jeu est très présent, il y a cette idée que la décision leur appartient et qu'elles ont besoin que la décision leur appartienne. Donc, cliniquement, c'est une base essentielle pour une alliance réelle, non infantilisante, où il faut vraiment prendre en considération ce besoin qu'elles ont de garder le contrôle de leurs décisions. Donc pour la pratique, il y a un message clé à entendre ici, c'est que les femmes, elles arrivent rarement sans ressources ou vides de ressources et de stratégies. Notre rôle, c'est de reconnaître, de soutenir, d'utiliser ce qu'elles savent déjà sur elles-mêmes pour les accompagner.
Un autre élément très fort des résultats, c'est qu'elles ont presque toujours déjà mis en place des stratégies, même avant d'entrer en contact avec des services. Donc, par exemple, certaines mettent en place des limites de temps, limites d'argent. Certaines utilisent les stratégies d'auto-exclusion de certains casinos, par exemple. L'évitement de certains lieux, de certains contextes. Certaines mettent en place des pauses volontaires de jeux de hasard et d'argent. Certaines ont recours à des activités alternatives qui vont compenser, comme du sport, du plein air, des relations sociales qui leur font des biens et qui sont plus loin des jeux de hasard et d'argent. Puis il y a aussi ce que j'appelle les micro-auto-soins chez ces femmes-là. Donc, ça va être des activités ou des choses très discrètes, parfois même non reconnues comme telles dans leur discours. Donc, ça va être sortir prendre l'air quelques minutes, écouter de la musique, s'isoler pour souffler, aller marcher. Donc, ça peut sembler minime, mais dans leur contexte de charge mentale, d'accumulation de défis au quotidien, ça, c'est des moments qui sont importants, c'est énorme déjà pour elles de se l'accorder et ça fait une différence. Donc ces femmes-là, elles partent jamais de zéro, évidemment. Ça veut dire que dans nos questions en fait à aborder avec elles peuvent être des leviers puissants, comme par exemple qu'est-ce que vous faites déjà et qui vous aide même un petit peu. Qu'est-ce qui vous permet de tenir dans les périodes les plus difficiles. Notre rôle, donc, c'est vraiment de ne pas remplacer ces stratégies, mais vraiment de les rendre visibles, de les valoriser par rapport à ce qu'elles mettent déjà en place, de les rendre légitimes aussi, ces stratégies, et de les amplifier, évidemment. Et enfin, les forces, elles sont pas seulement individuelles, mais elles sont profondément relationnelles quand on discute avec elles. Les femmes, elles nous parlent beaucoup, ces femmes-là, elles nous parlent beaucoup de l'importance de certaines relations et des relations, et ça fait le lien avec ce que je vous nommais tout à l'heure, des relations qui sont non jugeantes, des relations qui sont stables dans le temps, des relations flexibles et où elles se sentent vues comme des personnes entières, pas comme un problème de jeu où on ne les réduit pas finalement aux risques qu'elles prennent par rapport au jeu de hasard et d'argent. Donc ces relations qui vont les soutenir, qui vont les nourrir, ça va nourrir directement leur autonomie, leur dignité, leur introspection aussi et la capacité à envisager le changement pour elles. Et là, je souligne quelque chose d'important, je pense, en intervention, c'est la relation qu'on offre en intervention. À elle seule, elle devient une force active et elle nous l'explique, ces femmes-là. Donc même dans un cadre qui peut être bref, parce que des fois elles viennent pas à beaucoup de rencontres, ou l'intervention peut être très brève parce que c'est un appel par exemple. Donc ça peut être important de réfléchir au ton qu'on va utiliser, à la manière de nommer ces forces-là, à l'absence de jugement qu'on va avoir, au respect du rythme aussi de ces femmes-là. Nous en avons parlé, c'est important pour elles, en fonction des périodes de vie. Elles vont pas avoir la capacité à mettre en place des changements de la même manière non plus. Et tout ça, ça va contribuer à sécuriser le processus de changement pour elle. Donc le changement, c'est pas seulement un changement qui va être comportemental, il s'inscrit profondément au niveau relationnel aussi. Donc ce que je vous ai présenté jusqu'ici sur la dignité, par exemple, la fonction du jeu, les forces, les stratégies qui sont déjà mises en place. Donc c'est pas simplement des constats, c'est vraiment des leviers cliniques très concrets, particulièrement pour les services spécialisés en dépendance ou non spécialisées d'ailleurs, parce que ces femmes, elles vont aussi dans des services non spécialisés où elles ne parlent pas forcément de jeux de hasard et d'argent, mais des fois notre posture de bienveillance, d'écoute et de renforcer les forces dans d'autres domaines peut être la porte d'entrée pour parler des différents défis, dont les jeux de hasard et d'argent. Donc la question à se poser, c'est comment intégrer tout ça de façon réaliste dans nos suivis. Donc, je vous propose quelques pistes d'intervention qui sont assez simples, mais qui peuvent faire une réelle différence pour elles dans la manière dont ces femmes se sentent accueillies, reconnues, soutenues dans le changement. La première recommandation, et peut-être la plus importante, c'est que la cible de l'intervention ne peut pas être uniquement
les comportements de jeu. Donc si on se concentre seulement sur arrêter, sur réduire, sur contrôler, on risque de passer à côté de ce qui soutient aussi le changement. Donc cliniquement, ça veut dire que partir de ce qui fonctionne déjà concrètement, ça va aider à identifier, à valider les stratégies qui sont déjà en place, donc tout ce qui est limite, pause, auto-exclusion, évitement des déclencheurs, par exemple. Ça va permettre aussi de s'appuyer sur leur introspection, leur capacité d'analyse, leur résilience, et aussi repérer tous les réseaux de soutien qui sont non jugeants et qui sont souvent non informels pour la plupart d'entre elles. Ça peut prendre la forme de questions qui sont très simples. Donc, par exemple, qu'est-ce qui vous aide déjà à tenir en ce moment? Qu'est-ce que vous avez mis en place qui fonctionne déjà même un petit peu? Et qui autour de vous vous soutient sans vous juger? L'enjeu ici, c'est pas de féliciter au sens naïf par rapport à ce qu'elles font déjà, mais c'est vraiment de reformuler en mettant en évidence des compétences qui sont déjà vivantes chez elles. Ça va soutenir la dignité, ça va soutenir l'agentivité et ça diminue énormément la honte chez ces femmes. La deuxième recommandation, ça concerne la fonction du jeu. Dans les récits, le jeu, il apparaît presque jamais comme un simple loisir ou un manque de volonté, évidemment. Ça répond vraiment à un besoin de répit, d'apaisement, de stimulation, parfois d'échappatoire, mais émotionnel aussi. Cliniquement, l'enjeu, c'est vraiment de comprendre ce que le jeu apporte, quelle est sa fonction. Donc des questions comme qu'est-ce que le jeu vous apporte dans ces moments-là? À quoi ça vous aide à faire face? Ça peut complètement transformer la dynamique d'intervention aussi, et la dynamique des premières discussions par rapport au jeu. Et ensuite, l'objectif, c'est pas de remplacer le jeu par une liste d'activités parfaites, mais vraiment de co-construire des alternatives qui sont réalistes, peu coûteuses en énergie aussi, parce que ces femmes, elles nous ont nommé à quel point elles ont cette tendance à vouloir être dans le perfectionnisme pour justement euh, tenir leurs différents rôles, et ça de manière la plus parfaite possible. Donc leur demander par exemple de quoi est-ce que vous auriez besoin là pour souffler, sans que ça vous enlève encore plus d'énergie. Donc l'idée c'est ici de soutenir la régulation émotionnelle sans nier que le jeu, à un moment donné, il a été une solution, même si elle est devenue extrêmement coûteuse, cette stratégie, et qu'elle n'est plus viable actuellement. Un autre enjeu très fort que vous connaissez, j'imagine, c'est la difficulté des femmes à s'autoriser à prendre soin d'elles-mêmes. Donc ça, c'est pas un manque de compréhension qu'il faut prendre soin de soi-même, c'est vraiment un mélange de culpabilité, de charge mentale, de rôles à tenir, de rôles sociaux à tenir, et la peur du jugement aussi. Donc cliniquement, une des premières étapes, ce serait de normaliser cette difficulté. Donc de dire, par exemple, explicitement, beaucoup de femmes vivent ça, c'est pas un échec personnel de vivre ces jeux de hasard et d'argent-là, ces problèmes de jeu. Et l'idée, c'est pas d'ajouter des tâches en plus, mais c'est vraiment de proposer des micro-actions actions de soins de soi. Et aussi de leur dire que c'est beaucoup de femmes aussi qui vivent cette difficulté à prendre soin d'elles. Donc, c'est pas non plus un échec personnel de ne pas arriver à le faire, mais c'est un enjeu qui est assez partagé. Et quand on parle de micro-actions, de prendre soin de soi, ça va être faire quelque chose de 2 à 5 minutes, quelque chose de simple, de réaliste, d'accessible. Donc une question qu'on pourrait poser, c'est comment est-ce que vous pourriez prendre soin de vous sans que ça devienne une charge de plus? Donc encore et encore, leur faire comprendre ou avoir en tête, en tout cas nous de notre côté, c'est que le soin de soi, c'est pas un luxe, c'est vraiment un besoin humain, particulièrement chez celles qui tiennent, euh, qui tiennent à bout de bras, en fait, tous ces défis qu'elles vivent et qui leur permettent de ne pas s'écrouler, et ça depuis longtemps. Donc, c'est essentiel de prendre soin d'elles. Et la dernière recommandation, ça concerne directement la posture clinique. Donc, ce que les femmes nous ont dit clairement, c'est que la posture fait souvent toute la différence.
une approche non jugeante, une approche collaborative, qui reste flexible, qui évite complètement l'infantilisation. Ça implique vraiment de respecter leur rythme, de co-construire des objectifs. Est-ce qu'on parle d'abstinence avec elles? Est-ce qu'on parle de réduction, de contrôle, de stabilité? Être sensible aussi au vécu genré, aux responsabilités familiales qu'elles ont pour certaines, à la fatigue chronique aussi et à ce qu'elles vivent. Certaines nous ont parlé par exemple de charges extrêmement difficiles au travail parce que chez certaines d'entre elles, elles étaient des femmes qui travaillent dans des mondes d'hommes et où il y a une certaine, il y a des attentes particulières parce qu'elles sont des femmes et elles se mettent elles-mêmes beaucoup de pression parce qu'elles sont des femmes dans un monde d'hommes, certaines au niveau professionnel. Et surtout, et ça, elles nous en ont parlé énormément, peu importe leur profil, c'est de soutenir la dignité et la crédibilité de ce qu'elles peuvent partager. Donc même quand il y a des rechutes, même quand le parcours est non linéaire, parce que c'est le cas pour toutes finalement, nous permettre de revenir, de reparler, de demander un soutien sans sanction implicite non plus. Donc ça, c'est déjà une intervention thérapeutique qui va être une intervention en fait qui va être thérapeutique en soi. Donc finalement, si je devais résumer cette section en une phrase, ce serait que le changement, pour elle, il passe autant par la posture relationnelle que par les stratégies qui vont être proposées par les intervenants. Les intervenants, ils sont souvent la première expérience de cette relation sécurisante aussi. Donc, c'est essentiel de pouvoir considérer ces éléments-là pour elles. Donc, pour résumer ces résultats de cette étude-là, il y a un résumé à emporter pour emporter qui a été fait par l'équipe de l'Institut universitaire sur les dépendances et je les remercie. Donc là, vous la voyez en tout petit, mais elle va vous être partagée un petit peu plus tard. Et je vous encourage aussi, il y a un article qui a été écrit en collaboration avec l'Association des intervenants du Québec. Donc vous pouvez aller aussi télécharger, il y a des fiches synthèses qui ont été créées. Et je fais une petite promotion aussi pour un balado qui s'appelle Dose de science en dépendance. Il y a un premier balado qui est sorti récemment et il y a d'autres balados sur les dépendances qui vont sortir et qui ont pour objectif justement de se baser sur des données de recherche et de vulgariser, de nuancer, toujours avec une touche humaine pour justement contrer la stigmatisation et aussi qu'on remette en question nos idées préconçues, nos croyances par rapport aux dépendances. Alors, je vous invite à aller chercher si vous tapez sur Google, par exemple, dose de science en dépendance ou sur Spotify, Adèle Morvanou, vous allez trouver le balado. Je tiens aussi à remercier le Centre de réadaptation en dépendance, les différents centres en fait qui ont participé à cette recherche-là et qui nous ont permis d'avoir accès à certaines femmes qui étaient dans les services. Merci à tous les intervenants qui ont participé. Un grand merci à toutes les participantes parce que parler de jeux de hasard et d'argent, vous avez compris, c'est pas évident pour elles. Donc, elles ont fait preuve de beaucoup de courage, elles nous ont fait confiance, donc on les remercie. Merci énormément à l'Institut universitaire sur les dépendances parce que c'est grâce à l'IUD en fait qu'on a eu des fonds pour pouvoir réaliser cette recherche-là. Et merci à vous aussi parce que votre intérêt pour ce type de recherche-là nous permet de continuer à mieux les comprendre et à proposer des pistes d'intervention qui peuvent permettre de faire évoluer nos pratiques. Et finalement, si jamais vous êtes intéressé à, à reprendre des études, à en savoir plus sur les dépendances, ben, je vous invite aussi à regarder ce qu'on propose dans notre certificat ou dans notre maîtrise DESS sur l'intervention en dépendance dans nos programmes dans le programme à l'Université de Sherbrooke. Je vous invite à regarder ce qui se fait. C'est stimulant pour votre pratique. Une dernière, une dernière petite promotion, alors sans aucun intérêt financier ou quoi que ce soit par rapport à tout ce que je vous propose aujourd'hui. C'est simplement pour vous permettre d'avoir accès à différentes ressources. Il y a un numéro qui paraîtra à peu près dans un an
dans Drogue, Santé et Société, où on parle de jeux de hasard et d'argent et de différents enjeux pour les jeux de hasard et d'argent. Certains articles sur les femmes, mais d'autres absolument pas sur les femmes, sur les jeunes, sur la prévention, sur l'intervention, etc. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site aussi de Drogue, Santé et Société, parce que vous allez voir des articles en français qui vous permettent de vous questionner aussi sur vos pratiques, qui peuvent être intéressants. Alors, je vous remercie de votre attention et si jamais vous voulez qu'on échange, poser vos questions, ça me fera très plaisir de pouvoir y répondre et échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ada. Je t'inviterai à peut-être fermer tes diapos pour la suite. Donc, nous avons un petit peu de temps pour des questions. Donc, si vous avez des questions pour Adèle, donc vous pouvez les poser dans le chat. Merci pour cette belle présentation-là, très, très ancrée dans les aspects cliniques. Euh, j'ai une petite question qui m'est venue durant ta présentation, sans toi à l'aise d'y répondre comme tu le souhaites. Je me demandais en fait, tu parlais des micro-soins, en fait, des types de stratégies que les femmes emploient pour au quotidien. Puis, dans le fond, l'idée, c'était si j'ai bien compris, de renforcer un peu ces stratégies-là déjà qui sont en place, ces forces-là qui sont déjà en place. Ma question, c'était comment qu'on peut valoriser ces stratégies-là sans qu'ils se deviennent une charge? Dans le sens que, par exemple, je pense à une thérapie cognitive behaviorale, où est-ce qu'on met en place des stratégies qui sont des séances, que c'est calculé, certain nombre, bon, 4 marches durant la semaine comme objectif, ça peut se transformer rapidement en charge. Donc, comment favoriser justement la co-construction d'objectifs qui sont alternatifs sans qu'ils deviennent trop peut-être rigides ou qu'ils deviennent une charge pour les personnes à leur détriment, peut-être. Oui, bah, tout à fait. En fait, je pense que c'est vraiment essentiel comme question parce que l'idée, c'est pas de rajouter de la pression sociale justement sur le fait qu'elle puisse bien mettre en place un soin de soi qui serait souhaitable pour elle. Je pense qu'il faut avoir des discussions sur ce que les enjeux personnels qu'elles ont déjà à la base sur le prendre soin de soi. Qu'est-ce que ça veut dire pour elles? Qu'est-ce qu'elles font et qui leur fait du bien et qui ne leur coûte pas? Qu'est-ce qui serait mis en place et qui leur coûterait et peut-être ne pas aller vers ces stratégies-là. Puis là, c'est la même chose, j'aurais une réponse un peu nuancée parce que ce qu'elles nous nomment aussi, c'est que en fonction des périodes de vie, elles n'ont pas utilisé les mêmes stratégies. Certaines leur coûtaient trop auparavant et puis elles ne les ont pas mises en place. Puis un petit peu plus tard, parce qu'elles étaient autre part dans leur trajectoire, qu'elles avaient fait un petit bout de chemin par rapport à leur réflexion, par rapport à leur à leur rôle aussi en tant que professionnelle, en tant que mère, en tant que conjointe, en tant que euh, elles avaient fait un bout de chemin et elles voyaient le soin de soi aussi différemment, ce qui les amenait à mettre en place des stratégies qui étaient différentes par rapport à celles qu'elles mettaient en place auparavant. Donc c'est beaucoup euh, avant même de proposer des stratégies, donc d'aller vers le comportemental, je pense qu'il faut qu'il y ait une sorte de prise de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de ne pas prendre soin de moi? Pourquoi est-ce que je me priorise pas? Qu'est-ce que ça? Et d'avoir ces réflexions-là, ça va lui permettre en fait de réfléchir à ses différents rôles, comment est-ce qu'elle peut essayer de négocier ces différents rôles et remettre en question aussi la priorisation de certains rôles parce que peut-être que finalement elle veut prioriser certains rôles plus que d'autres et donc il y aura des moments particuliers ou des périodes particulières où elle va pouvoir prendre être un petit peu plus moins rigide sur le perfectionnisme par rapport à certains rôles, garder d'autres rôles qui sont importants pour elle, mais mettre un petit peu plus de côté ou être moins parfaite dans certains rôles, ce qui va lui permettre de mettre en place certaines stratégies qui vont moins lui coûter que si elle l'avait fait sans se questionner sur ces différents rôles, sans se questionner sur ce que ce que ça génère pour elle aussi de prendre soin d'elle. Prendre soin d'elle, c'est énormément de culpabilité. Je pense qu'il faut d'abord se questionner pourquoi c'est de la culpabilité. Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que je suis une mauvaise mère, parce que je priorise les autres? Est-ce que c'est parce que
Et tout ça, faut le questionner avant même de mettre en place des choses pour pas les mettre en difficulté non plus. Donc vraiment la co-construction, puis aller creuser, qui sont des aspects essentiels de l'intervention. Nous avons une question de Jean-François. Donc, je vais la lire textuellement. Donc, à travers les 26 participantes, est-ce qu'il y avait des causes qui avaient mené à la dépendance qui étaient très diversifiées ou assez similaires? Donc, cette question-là, au niveau des trajectoires, est-ce qu'on avait une idée? Est-ce que c'était les mêmes trajectoires ou est-ce que c'était diversifié dans le cadre de ton étude? C'est très diversifié, je vous dirais. Évidemment, il y a des incontournables qu'on voit chez chacune d'entre elles. Tout ce qui est, en fait, je nuance. C'est très diversifié, mais avec des points communs, dans le sens où elles ont toutes vécu euh, soit des traumatismes, des moments difficiles dans leur vie, que ce soit enfant, adolescente ou jeune adulte. Il y a toujours eu, euh, allez, pour la moitié d'entre elles, il y avait déjà le jeu qui était présent dans la famille, soit chez les parents, un frère, ou alors des amis. Ça, c'est très présent aussi. Ce qui est très présent, évidemment, et qu'on connaît énormément, c'est toujours une première expérience ou des premières expériences très stimulantes. Où pour elles, ça leur a fait vivre que ce soit une énorme somme ou pas, en fait, des fois, c'est très subjectif, là, la somme. Mais par contre, sur ce qu'elles ont ressenti, sur comment ça s'est ancré en elles et ce que ça leur a fait vivre au niveau du plaisir, ça, c'est présent, évidemment. Et ça, on le retrouve aussi chez les hommes. Ce que je vous dirais qui est euh, vraiment très présent chez chacune d'entre elles, c'est que le jeu est une solution à un moment donné dans leur vie, une vraie solution qui les soulage, qui leur fait du bien, et qui n'est pas toujours une solution par rapport à un problème, mais par rapport à un défi, des fois, qui est pas si grave. Là, certaines, elles me disaient, ben, moi, au début, je jouais juste une fois de temps en temps avec des amis, puis j'ai commencé à me sentir un peu seule, ou j'ai perdu mon travail, ou j'ai perdu mon conjoint. Donc, pour différentes raisons, elles ont été trouvées dans le jeu une sorte de stimulation, oui, un loisir pour certaines, et au fur et à mesure, c'est devenu une dépendance, mais pour certaines, avec le recul, elles se rendent compte que non, non, mais finalement, j'avais déjà des problèmes que j'avais pas réglés. Puis à ce moment-là de ma vie, j'ai vécu un moment difficile ou un défi qui a fait que les problèmes que je traînais et que je n'avais pas réglés, ça s'est cristallisé, on va dire, et j'ai trouvé une sorte d'échappatoire et quelque chose qui m'a fait du bien dans le jeu. Et finalement, je suis tombée dans la dépendance. J'ai eu une dépendance, puis j'ai eu du mal à arrêter, à diminuer, à contrôler, etc. Donc, vous voyez qu'il y a on va dire, des facteurs de risque communs, des problèmes de santé mentale assez présents quand même, de l'anxiété, de la dépression, certaines, euh, des traumatismes qui ont été vécus. Mais je vous dirais qu'elles ont toutes un vécu très unique, évidemment. Donc, à chaque fois, euh, bien important de considérer en fait l'unicité de chacune de ces femmes-là et comment le jeu vient combler, quelle place il prend dans leur vie. Ça, c'est vraiment essentiel parce qu'elles ont toutes des profils quand même un peu différents. Là, il y en a certaines euh, qu'on a rencontrées, elles avaient plus de 70 ans, d'autres, elles avaient une trentaine d'années. Donc, vous voyez aussi qu'elles étaient dans des périodes de vie complètement différentes. Certaines avaient des enfants, d'autres non. Certaines avaient été mères au foyer, par exemple. D'autres étaient très, très impliquées professionnellement sans enfants. Donc, vous voyez aussi qu'il y a des profils très, très différents qui amènent évidemment à nuancer complètement les points communs que je viens de vous nommer. Donc, toujours aller voir comment ça s'inscrit dans la trajectoire de vie de la personne. Souvent, on a tendance à se centrer sur le jeu parce elles viennent parler de problèmes de jeu si elles viennent dans les services en dépendance. Mais en fait, je pense que un des messages que j'aimerais
qui soit retenu aussi, c'est de, oui, parler du jeu, mais parler de la vie qui entoure le jeu, parce qu'en fait, ça va être vraiment à prendre en considération dans la compréhension de la fonction du jeu et de comment on va pouvoir justement utiliser des leviers pour que le jeu n'ait plus cette fonction-là, ne soit plus central pour elle. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense que c'est au-delà des attentes. Donc, c'était très bien expliqué. Euh, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de questions, donc j'inviterai terminer un peu plus tôt. La présentation va être disponible sur notre site web et sur notre plateforme YouTube. J'ai mis les liens dans le chat, donc ça va être disponible prochainement dans quelques jours en rediffusion. Je vous invite à consulter l'infographie pour avoir peut-être des petits rappels des points clés de la présentation d'Adèle. Donc, merci à tous et à toutes de vous d'être présentes aujourd'hui parmi nous pour la midi-conférence. Donc, des beaux mots pour toi dans le chat également, Adèle. Donc, au plaisir de vous revoir. Bonne journée à tous et à toutes.